Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire s'arrête devant une mendiante et lui dit « Tu es ma mère ». San Francisco. Ville de contrastes, de paradoxes éclatants, où les rêves naissent au même rythme que les illusions s'effondrent. Les collines ondulantes, les tramways nostalgiques, les start-up flamboyantes, tout ici respire l'ascension, l'innovation, la vitesse. Les gratte-ciel de verre reflètent un ciel souvent trop bleu pour être honnête, comme s'ils voulaient dissimuler les cicatrices de la ville. À quelques pâtés de maison des sièges sociaux de géants technologiques, on peut acheter un café à $10, louer un vélo électrique avec une application futuriste, ou réserver une voiture autonome en un clic. Mais sous cette vitrine brillante, San Francisco cache une autre réalité, plus sombre, plus âpre. Celle des oubliés. Celle que les touristes évitent de photographier. Entre les buildings élancés et les cafés aux murs végétalisés, des êtres sans nom dorment sur le bitume, emmitouflés dans des couvertures trempées par la brume, des sacs plastiques noués aux poignets pour garder leurs rares possessions. Ils sont là, silencieux, immobiles, comme absorbés par le béton. Les gens les contournent sans un regard, comme des poteaux rouillés ou des déchets urbains. Des femmes, des hommes, parfois très jeunes, parfois très vieux, mais toujours marqués par l'indifférence, la fatigue et la honte. C'est dans cet univers de silence et d'oubli que se trouve Martha Williams, 68 ans. Elle n'est pas arrivée là en un jour. La rue, pour elle, a été une descente progressive, douloureuse et invisible. D'abord une chambre de fortune dans un foyer, puis une tente partagée avec 2 autres femmes, et enfin le trottoir, froid, rugueux, indifférent. Elle n'a plus de papier, plus de famille du moins, c'est ce qu'elle croit et son nom, elle ne le prononce plus à haute voix depuis longtemps. Chaque matin, elle s'installe au même endroit, devant une supérette du quartier de Tenderloin, l'un des plus pauvres et des plus marqués par la crise sociale. Son corps, courbé par les années et les intempéries, est protégé par une couverture trouée qu'elle replie méticuleusement comme une relique. Son visage, creusé par le vent salé et les larmes séchées, garde pourtant une douceur étrange, un éclat caché, comme si en elle subsistait encore un fil de lumière ancienne. Elle tend la main aux passants, mais sans conviction. Elle ne parle plus beaucoup. Elle n'attend plus rien. Les rares pièces qu'on lui donne sont rangées dans une boîte de bonbons rouillés. Elle ne compte plus les jours. Seul le froid qui s'insinue dans ses os lui rappelle que le temps passe. Les visages changent autour d'elle, mais le mépris, lui, reste le même. Elle a appris à se faire oublier. À respirer doucement. À ne pas déranger. Mais ce jour-là, alors que le ciel commence à se teinter d'orange et que l'air devient plus lourd, quelque chose d'étrange flotte dans l'atmosphère. Elle ne saurait l'expliquer, mais un pressentiment lui serre la poitrine. Un battement différent dans le monde. Une sensation presque oubliée, comme une présence. Ce jour-là, alors qu'elle baisse la tête pour ne pas croiser un regard méprisant de plus, une voiture s'arrête. Pas n'importe laquelle. Une Bentley noire, lustrée, aux vitres teintées. Elle ne bouge pas. Elle a vu des riches passer devant elle 1000 fois sans s'arrêter. Mais cette fois, le moteur s'éteint. La portière s'ouvre. Des pas calmes. Lourds. Décidés. Et une voix. Une voix qui fait trembler le sol sous elle. Ce jour-là, un miracle inattendu l'attend. Un miracle qu'elle n'osait même plus rêver. 38 ans plus tôt, Martha Williams vivait dans un petit appartement au 2e étage d'un immeuble défraîchi du quartier ouvrier de Bayview Hunter Point, à San Francisco. Les murs étaient minces comme du papier, l'eau chaude capricieuse, les planchers grinçaient à chaque pas, mais c'était un foyer. Le seul qu'elle pouvait offrir à son fils de 5 ans, Ézéchiel, son unique raison de vivre. Le père, Robert Williams, avait disparu depuis longtemps. Un homme brillant, séduisant, mais froid comme l'acier. Ambitieux au point de sacrifier tout ce qui ne servait pas directement ses desseins. Il travaillait dans le monde politique, aspirant à une carrière au Sénat. Martha, elle, n'était qu'un chapitre qu'il voulait effacer de sa biographie officielle. Dès qu'Ézéchiel était né, Robert avait commencé à s'éloigner. Il disait que l'enfant pleurait trop, qu'il ne pouvait pas se concentrer, que sa carrière souffrait. Un soir, il n'était simplement pas rentré. Et le lendemain,
Tous ses effets personnels avaient disparu. Seule restait une lettre glaciale, déposée sur la table de la cuisine, où il déclarait qu'il ne pouvait pas continuer cette vie de médiocrité. Martha ne l'avait jamais poursuivi en justice. Elle avait trop d'orgueil. Trop de fierté. Et surtout, trop d'amour pour Ézéchiel pour se perdre dans une guerre inutile. Elle avait choisi de faire ce qu'elle avait toujours su faire, se battre seule. Chaque matin, elle se levait à l'aube pour nettoyer des bureaux dans le quartier financier. Puis, l'après-midi, elle travaillait dans une blanchisserie familiale. Elle courait d'un emploi à l'autre, le dos courbé, les mains abîmées par les détergents, mais le cœur gonflé d'amour chaque fois qu'elle ouvrait la porte et trouvait Ézéchiel l'attendant derrière la fenêtre, un livre entre les mains. Le soir, après le dîner frugal, souvent des pâtes au beurre ou du riz avec des haricots, elle lui lisait des contes. Des histoires d'enfants courageux, de royaumes lointains, de héros sortis de la misère. Il adorait cela. Il s'endormait souvent contre elle, le livre encore ouvert, son petit poing refermé sur une page qu'il ne voulait pas encore quitter. Martha économisait tout ce qu'elle pouvait. Chaque centime de pourboire, chaque billet glissé en trop dans une enveloppe. Pas pour elle. Pour lui. Pour lui acheter des cahiers, des crayons de couleur, un dictionnaire. Elle rêvait de l'inscrire un jour à une école privée. Elle n'avait jamais pu aller jusqu'au lycée, mais Ézéchiel, c'était différent. Tu seras un homme libre, mon cœur, lui disait-elle en le bordant. Tu n'auras pas besoin de t'incliner devant personne. Tu seras fort, bon et instruit. Elle l'élevait avec tendresse et rigueur. Il ne manquait jamais un devoir. Elle l'encourageait à poser des questions, à réfléchir, à parler avec respect. Malgré leur pauvreté, leur petit monde était rempli d'espoir, d'intelligence, et d'une dignité que rien ne semblait pouvoir briser. Mais le destin, ce mot qu'elle avait toujours refusé de craindre, la frappa sans pitié. Un jour, après plusieurs semaines de surmenage et de douleurs ignorées, Martha s'effondra dans la blanchisserie. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Épuisement extrême, carence sévère, tension dangereusement basse. Elle passa 3 jours dans un lit d'hôpital, inconsciente une partie du temps, incapable de joindre qui que ce soit. Pendant ce temps, Robert Williams, devenu un conseiller politique très influent, apprit l'hospitalisation de son ex-femme par une connaissance. Il y vit une occasion inespérée. Avec son réseau d'avocats et sa nouvelle épouse richissime à ses côtés, il fit immédiatement intervenir les services sociaux. Il argua que l'enfant vivait dans des conditions insalubres. Il évoqua l'hospitalisation de Martha comme preuve de son instabilité. Et surtout, il fit jouer ses relations politiques pour accélérer la procédure. Le 3e jour, alors que Martha venait de rouvrir les yeux, un agent des services sociaux entra dans sa chambre, un regard compatissant mais ferme. « Madame Williams, votre fils Ézéchiel a été placé en famille d'accueil. Pour son bien. » Le monde s'écroula. Elle hurla. Supplia. Elle demanda une audience, un avocat, une visite. Rien. Robert avait tout verrouillé. Il déclara publiquement, dans une interview télévisée soigneusement préparée, qu'il était profondément préoccupé par la santé mentale de son ex-épouse, et qu'il assumait désormais seul la responsabilité de leur fils, qu'il plaçait dans une famille capable de lui offrir un avenir digne de ce nom. Les médias l'applaudirent pour sa responsabilité paternelle. Martha, elle, fut réduite au silence. Chaque demande de contact avec Ézéchiel fut refusée. Elle tenta d'écrire, de chercher, de frapper aux portes, mais en vain. Au bout d'1 an, elle ne savait même plus où il vivait. Les lettres lui revenaient avec la mention « destinataire introuvable ». Son cœur s'éteignit lentement. Elle erra de foyer en centre d'aide, incapable de se reconstruire sans lui. Et dans cette société qui ne pardonne pas aux mères pauvres d'avoir failli une seule fois, elle disparut peu à peu dans l'ombre. Elle n'était plus que Martha, une femme fatiguée dans la rue, que plus personne n'appelait par son nom complet. Après son placement, Ézéchiel Williams perdit tout lien avec sa mère, tout repère, toute stabilité émotionnelle. Il passa d'abord quelques mois dans un centre d'accueil provisoire, avant d'être adopté officiellement par un couple californien aisé, les Carter, un foyer cultivé et bienveillant installé à Palo Alto. Jonathan Carter, professeur d'ingénierie à Stanford, et son épouse Grace, bibliothécaire,
n'avaient pas d'enfants biologiques. Leur maison était remplie de livres, de musique classique, de lumière douce et d'une discipline sereine. Ils accueillirent Ézéchiel avec une chaleur discrète, sans promesse, mais avec constance. Ils l'inscrivirent dans une école privée progressiste, lui offrirent une chambre à lui seul, des vêtements neufs, un ordinateur personnel dès l'âge de 9 ans. Mais Ézéchiel n'était pas un enfant comme les autres. Il ne parlait pas beaucoup. Il souriait rarement. Dans ses yeux, une gravité inhabituelle pour son âge semblait s'être installée, comme si un fragment de douleur ancienne refusait de le quitter. Les Carter pensèrent d'abord que le temps l'adoucirait, mais le passé avait laissé des racines profondes. Il ne se souvenait que de bribes de sa vie d'avant. Une odeur de lessive. Une chanson fredonnée au bord d'un lit. Des bras qui l'enveloppaient. Un rire triste mais plein d'amour. Ces souvenirs revenaient parfois la nuit, sous forme de rêves flous où une femme aux yeux fatigués lui caressait les cheveux et murmurait « Tu seras un homme libre, mon cœur ». Il ne savait plus si c'était un rêve ou un souvenir. Mais il savait qu'au fond de lui, quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Et alors, il se plongea dans ce qu'il maîtrisait, la logique, la précision, la technologie. À 8 ans, il démontait des radios pour les remonter à l'envers. À 10 ans, il écrivait ses premiers scripts informatiques. À 13 ans, il pirata sans le vouloir le serveur de l'école simplement pour comprendre son fonctionnement. Ses enseignants disaient de lui qu'il avait un esprit trop en avance sur son temps et un cœur en exil. À 16 ans, il entra à Stanford, où son père adoptif enseignait. Il y étudia l'intelligence artificielle, la robotique, l'éthique technologique. Il créait des algorithmes, des systèmes d'apprentissage, des interfaces conversationnelles. Mais ce qu'il voulait, en vérité, c'était comprendre les êtres humains. Les machines ne mentent pas. Elles obéissent à ce qu'on leur donne. Elles ne volent pas un enfant à sa mère. Elles ne mentent pas à la justice. Disait-il un jour, dans une conférence, sans que personne ne saisisse le poids de ses mots. À 25 ans, il lança Carter Tech, dans un petit bureau partagé au sud de San Francisco. Il travaillait jour et nuit, repoussant les limites de l'IA. Il refusait les investisseurs qui privilégiaient le profit au détriment de la dignité humaine. Sa première invention marquante fut un logiciel d'IA prédictif pour détecter les biais raciaux dans les décisions judiciaires. Puis vint un système d'aide à la réinsertion sociale assistée par machine, primé dans plusieurs pays. Son approche éthique fascina le monde. Son génie technologique le propulsa au sommet. À 30 ans, il était à la tête d'un empire. À 33, son visage ornait les pages de Forbes, de The New Yorker, et même de Time Magazine, qui le surnomma le prodige silencieux. Il roulait en Tesla blindé, vivait entre un loft ultra-moderne à San Francisco, une villa à Malibu surplombant l'océan, et un chalet high-tech dans les montagnes de Big Sur. On le voyait parfois aux côtés de présidents, parfois dans des écoles pauvres, distribuant des ordinateurs portables à des enfants défavorisés. Les journalistes le décrivaient comme un homme énigmatique au cœur d'or. Mais personne ne connaissait vraiment Ézéchiel Carter. Derrière les projecteurs, le vide demeurait. Il évitait les grandes fêtes. Fuyait les questions personnelles. Il n'avait jamais eu de relation amoureuse durable. Quand on lui parlait de famille, il souriait poliment et changeait de sujet. Parfois, seul dans sa villa, il s'asseyait au piano. Il jouait des morceaux tristes sans nom. Il fermait les yeux, tentait de se rappeler la voix, celle qui lui chantait autrefois une mélodie qu'il n'avait jamais su retrouver. Il avait tout. Et pourtant, il se sentait comme un orphelin riche. Il engagea plusieurs détectives privés, sans leur dire toute la vérité. Il prétendait chercher des dossiers anciens pour une fondation. Mais tous revenaient avec les mêmes réponses, aucune trace de la Martha Williams qu'il cherchait. Ou trop de Martha, trop de disparitions, trop d'oubliés. Il commença à faire des dons anonymes à des refuges pour femmes. Il finança des programmes pour les mères isolées. Mais il ne savait pas pourquoi, exactement. Une force en lui cherchait. Sans relâche. « Je suis né 2 fois », confiera-t-il un jour à son mentor. Une fois dans la douleur, et une seconde dans le silence. Mais je ne suis encore jamais né dans la vérité. Et cette vérité, sans qu'il le sache, l'attendait.
Non pas dans un fichier confidentiel ou un rapport d'enquête, mais sur un trottoir, devant une supérette anonyme du quartier de Tenderloin, là où la dignité humaine semble s'être effacée depuis longtemps. C'est là que son passé, son origine, et sa mère, l'attendaient. C'était une fin d'après-midi d'automne, de celle où l'air semble retenir son souffle, suspendu entre la chaleur des souvenirs d'été et le frisson à venir de l'hiver. Le ciel de San Francisco avait pris une teinte dorée, presque mélancolique, caressant les toits et les vitres d'un éclat doux et fragile. Ezekiel Carter, fraîchement sorti d'un rendez-vous avec des responsables associatifs dans un quartier difficile, longeait les rues du Tenderloin à l'arrière de sa voiture électrique de luxe. Sa silhouette impeccable, son regard dur, son allure calme mais tendue, imposaient un respect silencieux. Son esprit, pourtant, était ailleurs. Il venait de finaliser un partenariat pour un centre de réinsertion pour femmes sans abri, mais malgré l'enthousiasme de son équipe, une étrange lassitude l'envahissait. Alors que son chauffeur s'apprêtait à tourner à droite, Ezekiel posa soudain la main sur l'appui-tête du siège passager et murmura. « Arrête-toi. »« Pardon, monsieur Carter ? Je t'ai dit de t'arrêter. » Maintenant. La voiture freina doucement. À droite du trottoir, devant une supérette défraîchie, une femme était assise, les jambes croisées, emmitouflée dans une vieille couverture tricotée, trouée par endroits. Elle ne bougeait presque pas, mais ses yeux étaient fixés sur lui. C'était comme si le monde entier s'était évaporé autour d'eux. Il y avait du silence dans le tumulte, un arrêt du temps dans l'agitation de la ville. Ezekiel sentit son cœur battre plus vite, sans raison apparente. Il était un homme rationnel, méthodique, inébranlable. Mais cette femme, ce regard, déclencha en lui un vertige qu'il ne comprenait pas encore. Il ouvrit lentement la portière. Les passants se retournaient. Certains reconnaissaient son visage, d'autres s'étonnaient simplement de voir un homme en costume 3 pièces s'approcher d'une sans-abri. Mais Ezekiel n'entendait plus rien. Il n'avait Dieu que pour elle. Il marcha lentement, comme si chaque pas le rapprochait d'un gouffre. Une peur ancienne lui serrait la gorge. Et si ce n'était qu'un hasard ? Et s'il se trompait ? Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Elle leva les yeux. Et alors, le monde cessa d'exister. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de cette femme amaigrie, il vit une lumière qu'il n'avait jamais vue ailleurs. Une tendresse douloureuse, un amour silencieux, un appel profond, viscéral. Ses traits étaient marqués, ses joues creuses, ses mains tremblaient, mais il y avait une vérité dans son visage. Une vérité qu'il connaissait avant même de comprendre. Et puis elle parla. Une voix rauque, éraillée par les années, mais qu'il reconnut comme s'il l'entendait encore dans ses rêves d'enfance. Ezekiel ? Il sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Les battements étouffèrent tout, le bruit de la rue, les murmures autour de lui, le cliquetis d'un téléphone qui filmait. Il tomba à genoux. Oui. C'était elle. Maman. Elle porta ses 2 mains tremblantes à sa bouche. Et soudain, elle éclata en sanglots, des sanglots bruts, libérateurs, ceux qu'on garde pendant une vie entière en silence. Mon bébé. On m'a volé mon bébé. J'ai crié ton nom pendant des années. On m'a dit que tu m'avais oublié, qu'on t'avait emmené loin de moi. Ils m'ont traité de folle. Il se pencha vers elle, lui prit la main. Elle était glacée, osseuse, fragile comme du verre. Il la serra doucement, avec une tendresse qu'il ne croyait pas savoir donner. Maman. Je t'ai cherché toute ma vie. Je ne savais pas si tu étais vivante. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je te reconnaîtrai entre mille. Elle le regarda à travers ses larmes, comme si elle revivait. Comme si, à cet instant, elle redevenait une mère. Je t'ai attendu, dans chaque rêve, chaque hiver. Je savais que tu reviendrais. Un jour. Ezekiel sentit ses genoux heurter le sol dur, mais il ne bougea pas. Il était là, à genoux devant sa mère, devant celle qui lui avait donné la vie, qu'on lui avait arrachée. Des passants filmaient. Des voitures ralentissaient. Mais ils étaient seuls au monde. Il posa doucement son front contre le sien. Tu n'as plus à souffrir, maman. C'est fini. Je suis là. Viens avec moi. Je te ramène à la maison.
Elle pleura encore. Puis hocha la tête. Faiblement. Comme une fleur qui se relève malgré la pluie. Il l'aida à se lever. Elle chancela. Il la porta. Comme un fils porte la mémoire de son enfance, comme un homme porte ce qui compte le plus au monde. La portière arrière s'ouvrit automatiquement. Il l'installa avec soin. La couverture toujours sur elle. Il monta à ses côtés. Son chauffeur, bouleversé, démarra sans un mot. À l'arrière de cette voiture qui roulait lentement dans les rues de San Francisco, un fils venait de retrouver sa mère. Et une mère, que tout le monde croyait morte, venait de renaître dans les bras de son enfant. La scène avait duré moins de 5 minutes. Mais dans une époque gouvernée par les réseaux, l'image est plus forte que 1000 discours. Un adolescent, assis sur un banc non loin de la supérette, avait filmé toute la rencontre avec son téléphone. Sa vidéo, floue mais bouleversante, capturait chaque geste, le milliardaire en costume, tombant à genoux devant une sans-abri. L'émotion brute, irrépressible. Les mains tremblantes de la femme, les larmes, l'étreinte. La légende ajoutée par le jeune. Le PDG de Carter Tech retrouve sa mère, SDF depuis 30 ans. Le monde est en larmes. En quelques heures, la vidéo explosa sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Des millions de vues. Des journalistes s'en emparèrent, les commentaires affluaient par centaines de milliers. Les hashtag Ezekiel Carter, hashtag Martha est vivante, hashtag une mère un fils montèrent en tendance mondiale. Les gens voulaient comprendre. Ils voulaient savoir qui était cette femme. Et surtout, comment un géant de la Silicon Valley avait pu grandir séparé de sa mère, dans la rue? Le lendemain, la tension médiatique était à son comble. Une conférence de presse fut annoncée, en urgence, au siège de Carter Tech. Tous les grands médias étaient présents, CNN, NBC, Le Monde, The Guardian, NHK, LP. L'auditorium de verre était bondé. Lorsque les portes s'ouvrirent, le silence fut immédiat. Ezekiel Carter apparut, vêtu d'un costume gris anthracite sans fioriture, sans montre clinquante, sans aucun signe extérieur de richesse. Mais ce qui attira les regards, ce fut la femme à son bras. Martha. Elle portait un tailleur sobre, bleu nuit, des chaussures confortables. Sa chevelure grise était peignée en arrière. Son visage, même marqué par les années de misère, rayonnait d'une force nouvelle, celle de la dignité retrouvée. Ézéchiel l'accompagna jusqu'au pupitre. Il ne parlait pas encore. Il regardait la salle. Les flashs crépitaient. Des journalistes retenaient leur souffle. Puis il prit la parole, calmement. « Merci d'être ici. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée. Mais aujourd'hui, je le dois. À elle. » Il tourna lentement la tête vers Martha. Cette femme s'appelle Martha Williams. Elle est née ici, à San Francisco. Elle m'a élevée seule pendant les 6 premières années de ma vie. Elle m'a appris à lire, à rêver, à être un homme debout. Elle m'a tout donné, sans jamais rien recevoir. Un murmure d'émotion traversa la salle. Quand j'avais 6 ans, elle a été hospitalisée après une crise d'épuisement. Des gens puissants, mon géniteur, entre autres, ont profité de sa vulnérabilité pour me lui arracher. Elle n'a jamais pu me retrouver. Et moi, je n'ai jamais su ce qu'on lui avait fait. Elle a été déclarée mentalement instable. Abandonnée. Trahie. Elle est tombée dans l'oubli. Dans la rue. Tandis que moi, je grandissais dans le confort, avec un vide que rien ne comblait. Ézéchiel se redressa légèrement, et sa voix se fit plus ferme. Hier, le destin ou la justice divine, appelez-la comme vous voulez, m'a ramené à elle. Je l'ai retrouvée. Et en la regardant dans les yeux, j'ai retrouvé ma vérité. Il marqua un silence. Toute la salle retenait son souffle. Cette femme, que tant d'entre vous auraient croisée sans même lui adresser un regard, est ma mère. Elle est aussi mon socle. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, si j'ai bâti cette entreprise avec des valeurs humaines, si j'ai refusé de céder à la cupidité et à la corruption, c'est parce que j'ai grandi avec l'écho de ces berceuses dans la tête. Parce que même séparée d'elle, j'ai toujours su qu'un jour, je devrais la rendre fière. Un frisson traversa la salle. Aujourd'hui,
Je veux réparer ce qui peut l'être. Réhabiliter son nom. Honorer son combat. Et dire haut et fort que la réussite ne signifie rien si elle oublie d'où elle vient. Mon premier acte sera de créer une fondation à son nom. Une fondation pour les femmes invisibles. Celles qu'on abandonne, qu'on réduit au silence, qu'on enterre vivantes. Elle s'appellera Martha Hope Foundation. Martha, à ses côtés, pleurait en silence. Son regard se perdait entre fierté, douleur ancienne et un soulagement que seul l'amour retrouvé peut offrir. Et dans ce moment suspendu, ce n'était plus un PDG qui parlait. C'était un fils qui rendait justice à sa mère. Après la conférence de presse, alors que le monde parlait d'eux comme d'un miracle moderne, Ézéchiel fit ce qu'aucune caméra n'enregistra, il prit soin de sa mère, avec la patience, la délicatesse et le respect d'un fils qui avait vécu toute une vie dans l'attente de ce moment. Il l'installa dans une propriété discrète mais somptueuse, nichée en bord de mer, à quelques kilomètres au nord de San Francisco. La maison, bâtie en pierre claire, surplombait une falaise douce où les vagues venaient mourir en silence. De grandes baies vitrées ouvraient la vue sur l'horizon. La lumière y entrait comme une bénédiction. À l'intérieur, chaque détail avait été pensé pour offrir à Martha paix, confort et dignité. Une équipe médicale complète veillait sur elle avec bienveillance. Un petit salon de lecture, baigné de lumière naturelle, lui était entièrement dédié, rempli de romans, de poésie, de philosophie, et même d'albums illustrés pour enfants qu'elle feuilletait parfois en silence, une larme au coin de l'œil. Mais c'est le jardin, vaste et soigneusement entretenu, qui devint son refuge. Des roses anciennes, du jasmin, des lavandes en bordure, et un banc en bois peint de blanc, sous un chêne centenaire. Chaque matin, elle y descendait, enveloppée dans un châle de laine, un carnet en main, et regardait la mer. Parfois elle écrivait, parfois elle ne faisait que respirer. Mais elle vivait. À nouveau. Ézéchiel, fidèle à ses paroles, ne se contenta pas de gestes symboliques. Quelques semaines après la conférence, il lança officiellement la Fondation Martha Hope, un organisme à but non lucratif dont la mission était simple mais ambitieuse, redonner une chance aux femmes brisées par la vie. La Fondation proposait des centres d'accueil sécurisés pour femmes sans abri victimes de violences, des programmes de santé mentale et de reconstruction identitaire, des bourses de formation, un réseau d'entreprises partenaires prêtes à embaucher, et surtout, une plateforme juridique dédiée à la réouverture de dossiers anciens, pour les femmes injustement internées, condamnées ou privées de leurs droits. L'impact fut immédiat. Des milliers de témoignages affluèrent. Des femmes racontèrent, pour la première fois, ce qu'on leur avait volé, leurs enfants, leurs maisons, leurs voix. Et partout, le nom de Martha devint un symbole de résistance silencieuse. Ézéchiel n'oublia pas l'injustice originelle. Celle qui avait détruit la vie de sa mère. Avec l'aide d'avocats renommés et d'experts en archivage judiciaire, il fit rouvrir officiellement le dossier Martha Williams. Il présenta des preuves accablantes, courriers falsifiés, diagnostics manipulés, pression politique. Le nom de Robert Williams, son père biologique, fut cité publiquement. Une enquête interne au barreau fut lancée. Des journalistes d'investigation exhumèrent des affaires similaires dans lesquelles Robert aurait usé de son pouvoir pour faire taire ou évincer des femmes vulnérables. Son image d'homme respectable vola en éclats. Et surtout, le nom de Martha fut réhabilité. Une cérémonie civile, présidée par la maire de San Francisco elle-même, officialisa cette reconnaissance. Un certificat de réhabilitation lui fut remis. Dans la salle, debout au premier rang, Ézéchiel l'applaudit, les yeux pleins de larmes. « On m'a effacé, dit Martha ce jour-là. Et aujourd'hui, grâce à mon fils, j'existe à nouveau. » Une année après leur retrouvaille, Martha n'était plus une ombre dans la rue, mais une voix écoutée. Elle fut invitée à donner des conférences dans des universités, des institutions sociales, même devant des jeunes recrues de la police municipale. Elle parlait doucement, sans colère, mais avec une lucidité tranchante. Elle racontait son histoire, non pas pour accuser, mais pour éclairer. Puis elle écrivit un livre, Ce que la rue m'a appris, un récit bouleversant de sa vie, entre lumière et nuit, silence et mémoire. Le livre devint un best-seller. Des femmes du monde entier y reconnurent leurs propres blessures. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur Ézéchiel,
sur son fils devenu l'un des hommes les plus influents du monde, elle répondait toujours la même chose, avec un sourire doux et les yeux brillants. Mon fils n'est pas un millionnaire. Il est mon miracle. Des années s'étaient écoulées depuis le jour où Ézéchiel avait retrouvé sa mère sur ce trottoir du Tenderloin. Depuis, le monde avait changé, et lui aussi. Sous sa direction, Carter Tech était devenu bien plus qu'une entreprise technologique. C'était un modèle d'éthique, d'innovation responsable et d'humanité en action. L'entreprise finançait des hôpitaux, des écoles, des centres d'accueil. Elle refusait les contrats militaires, prônait la transparence algorithmique et formait chaque année des milliers de jeunes issus de quartiers défavorisés. Ézéchiel, lui, restait fidèle à son image, discret, profond et presque insaisissable. Malgré les centaines de prix, les invitations à Davos, les photos avec des chefs d'État, il demeurait un homme habité par une seule fidélité, celle de la mémoire. Son bureau, au dernier étage du siège de Carter Tech, dominait toute la baie de San Francisco. C'était une pièce sobre, baignée de lumière naturelle, aux murs blancs et aux meubles de bois brut. Pas de luxe ostentatoire, pas d'art abstrait, ni de trophées clinquants. Sur les étagères, quelques livres. Sur le bureau, un carnet de cuir, un stylo ancien, un sablier de verre. Mais ce qui frappait les visiteurs, c'était le mur en face du bureau. Il était nu. Pas de diplôme de Stanford, pourtant obtenu avec les plus grands honneurs. Pas de photo avec le président, ni de certificat Forbes. Pas même le logo de l'entreprise. Juste une photo. Une seule. En noir et blanc. Celle d'une jeune femme noire, aux yeux cernés mais pleins d'amour, assise sur une chaise modeste, tenant contre elle un petit garçon endormi. Le cliché, jauni par le temps, avait été retrouvé au fond d'une boîte que Martha conservait encore, bien après sa réinstallation. Ézéchiel avait fait restaurer la photo, l'avait encadrée avec un verre anti-reflet, et l'avait suspendue comme un autel silencieux. Tous ceux qui entraient dans ce bureau comprenaient, sans un mot, que ce cliché était plus important que tout ce qu'il avait accompli. Un matin d'hiver, à l'occasion des 20 ans de Carter Tech, Ézéchiel organisa une cérémonie privée avec ses employés les plus anciens. Pas de caméra, pas de discours ampoulés. Au centre du hall principal, entre deux piliers de verre et d'acier, on installa une plaque de marbre blanc, sobre et discrète. Elle avait été polie à la main par un artisan local. Aucun logo. Juste une inscription, gravée en lettres fines. À celle qui m'a tout donné, alors qu'elle n'avait rien. Tu es mon origine, ma fierté, ma vérité. Ézéchiel. Autour, un silence respectueux régnait. Certains versaient des larmes discrètes. D'autres fermaient les yeux. Ce moment-là, plus que tous les trophées de l'industrie, devenait l'âme de Carter Tech. La plaque était dédiée à Martha. Mais elle parlait, en réalité, à toutes les mères du monde qu'on avait oubliées, sacrifiées, ou effacées des récits de réussite. Martha ne vit pas la plaque de ses propres yeux. Elle s'était éteinte paisiblement 2 ans plus tôt, dans sa maison face à la mer, un matin de printemps, avec Ézéchiel à son chevet, lui tenant la main. Avant de partir, elle avait souri, et murmuré. « Je peux partir en paix. Je t'ai retrouvé. Tu as vécu. Tu as aimé. Et tu m'as sauvé. » Ses funérailles furent simples, intimes, sans grande cérémonie. Mais des milliers de messages affluèrent du monde entier. Des femmes, des orphelins, des anciens sans-abri, des étudiants aidés par la Fondation. Tous écrivirent « Merci, Martha. Merci pour ce fils. Merci pour votre courage. » Parfois, Ézéchiel restait assis seul, dans son bureau, les yeux fixés sur la photo. Il se souvenait de la voix, des chansons, du vide, de la colère, du miracle. Et il savait que sa réussite ne serait jamais mesurée en milliards ou en innovation. Mais en cela. Avoir rendu à sa mère ce que le monde lui avait volé. Avoir gravé son nom dans la pierre. Avoir bâti un empire, non pas pour lui, mais pour elle.